Merci de nous faire confiance comme chaque semaine. Nous nous retrouvons encore ce soir pour analyser et décrypter l'actualité politique dans la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Ce soir, nous allons nous tabler sur l'élection au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous le savez, sans surprise, Vital Kamerhe a pris la tête, le perchoir de l'Assemblée nationale. Il est suivi par 6 membres qui vont composer désormais pendant 5 ans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous allons revenir sur ces élections où on l'a tous suivi, vous l'avez aussi suivi les élections au niveau donc, de ce bureau ou au niveau de la majorité, l'union sacrée. Il y a eu des candidatures uniques à chaque poste réservé à cette famille politique et il n'y a que au niveau de l'opposition avec le poste de rapporteur adjoint. On a vu 2 candidats à s'affronter. Il s'agit de Dominique Munongo Inamizi et Constant Mutamba et au finish, l'honorable Dominique Munongo Inamizi l'a remporté par 203 voix sur les 404 votants. Nous allons revenir un peu sur l'organisation de ce scrutin au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais aussi nous allons aller un peu au-delà, voir les priorités, c'est la marge de manœuvre de ce bureau, notamment avec le discours ambitieux prononcé par le président désormais de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a parlé de ses priorités, notamment la situation sécuritaire à l'Est, redonner la valeur aux députés, aux fonctions d'élus, de députés et nationales. Nous allons revenir un peu sur ce discours, voir les tenants et les désaboutissants par rapport à cette ambition, ces priorités que s'est fixé dans son tout premier discours Vital Kamerhe. Pour parler de tout ça, je reçois ici de tendance, la majorité et l'opposition, vous le savez. À ma gauche, je reçois Jean Kaloumé, il est haut cadre de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti politique de Vital Kamerhe. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir à mon co-débatteur et surtout bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. En face de vous, justement, Maître Mohamed Eyenga, qui est au cadre de Envol. Il est président fédéral de la ville de Lubumbashi pour Envol. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Merci de l'invitation. Bonsoir à mon co-débatteur, à qui j'ai convié à un débat républicain. Et bonsoir aux honorables téléspectateurs. Voilà, le décor étant implanté, nous allons tout de suite débuter cette analyse. Ce soir, vous avez tous suivi, c'est vers 14 mois du matin que l'opération de vote et installation du bureau a pris fin au niveau de l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi. De manière générale, je vais avoir l'avis des uns et des autres par rapport au déroulé de ce scrutin. Quand vous avez vu, quand vous avez regardé cela, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je commence avec vous, Jean Kaloumé. Merci, M. Narcisse, pour la question. D'emblée, j'aimerais d'abord dire merci au président de la République pour le soutien qu'il a apporté à son ami, à son frère, à son collaborateur, à la personne de l'honorable président Vital Kamerhe. Je dis merci aussi à la population congolaise pour le soutien accordé à l'honorable président, l'honorable Vital Kamerhe. J'allais aussi dire merci à tous les membres aussi de l'Union pour la Nation congolaise pour le soutien apporté à leur président. Au jour d'aujourd'hui, honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Et j'allais aussi dire merci à toutes les chaînes de télévision qui ont apporté aussi leur soutien par rapport à tout ce qui s'est passé pour que l'honorable Vital Kamerhe soit là au jour d'aujourd'hui comme président de l'Assemblée nationale. On est en train de percevoir une certaine joie chez vous à l'UNC. Une certaine joie parce que nous rendons grâce à l'éternel Dieu qui est le Tout-Puissant,
qui a fait sortir de l'impossible l'honorable Vital Kamerhe, avec tout ce qui s'est passé avant qu'il soit là, une semaine passée, avec le coup d'État que nous, INC, nous qualifions comme un coup d'État qui a été monté pour massacrer l'honorable président, comme il était candidat à l'Assemblée nationale. Mais Dieu aidant, nous rendons vraiment grâce à l'Éternel, qui est le Tout-Puissant et qui a accordé que l'honorable Vital Kamerhe soit là. Alors, pour entrer dans... Revenir à la question. Pour entrer dans le vif de la question, j'aimerais dire d'abord qu'il faut comprendre d'abord par la genèse de qui est l'honorable Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Il faut comprendre par où est-ce qu'il est passé et qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il soit là. Vous êtes sans ignorer que l'honorable Vital Kamerhe, c'est après 15 ans qu'il est revenu comme président de cette grande institution de notre alma mater qui est la République démocratique du Congo. Après 7 ans, il était président de 2006 à 2009 comme président de l'Assemblée nationale. De là, il avait jugé bon, avec tout ce qui lui avait été imposé, de quitter pour qu'il soit et qu'il entre dans l'opposition. Et dans l'opposition de 2009 à 2018, en allant avec nos accords avec l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le président en exercice, le président Félix Tshisekedi Antoine, que nous saluons en passant, après avoir formé les caches, après les élections, le 26 janvier 2019, après que le président ait prêté serment, il a été nommé in extenso comme directeur de cabinet. Après, comme directeur de cabinet en 2020, avec le fameux procès de 100 jours raté, le 8 avril 2020. Après ce moment-là, en 2022, il est arrivé d'abord, il a été nommé comme vice-premier ministre, ministre de l'économie. Et après un moment, on lui a demandé de ne pas prolonger avec les affaires courantes, de se réserver parce qu'il était le choix du chef de l'État pour l'Assemblée nationale. Et Dieu aidant, on a concrétisé ça par le primaire. Nous sommes allés au primaire, vous allez comprendre que sur les 7 membres qui composent au jour d'aujourd'hui le présidium de l'Assemblée nationale, il n'y avait que le poste du président où, à l'Union sacrée, nous nous sommes dit qu'il fallait aller au primaire comme les autres voulaient postuler. Et ils nous sont passés par le primaire où l'honorable Vital Kamerhe a été élu au premier tour. Et au second degré, ça a été que la concrétisation de la population, ou bien la concrétisation de la majorité du pouvoir de l'Union sacrée qui a conservé maintenant les acquis en donnant aussi la chance à l'honorable président Vital Kamerhe. C'est ça un peu la jeunesse d'emblée que nous devions d'abord donner par rapport à l'arrivée au perchoir de l'honorable président Vital Kamerhe. Très bien. On va revenir dans le vif. Je reviens avec la même question. Maître Mohamed, vous avez suivi ces élections. Quand vous suivez, qu'est-ce que vous passez par la tête? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder. Nous avons suivi, avant même d'arriver à cette séance qui s'est passée avant-hier, considérée par d'aucuns comme étant de scrutin, organisée au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu d'abord de négociations au niveau de l'Union sacrée qui ont permis justement à M. Kamerhe d'être désigné ou élu, effectivement, candidat de l'Union sacrée au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Et par après, il y a eu cette convocation de tous les députés de l'Union sacrée par les chefs de l'État parce qu'il estimait qu'il y avait certaines dénonciations et certaines frustrations. Il y avait des malaises, c'est justement des malaises constatés au niveau de l'Union sacrée. C'est pour cette raison qu'il avait appelé, si vous voulez, les députés de sa plateforme, question de pouvoir échanger avec lui et, si vous voulez, mettre les points sur les i. Et par après, il y a eu cette liste qui a été publiée par l'Union sacrée, une liste qui a été revue, parce que premièrement, il y avait une liste qui a été, si vous voulez, publiée par l'Union sacrée, mais laquelle liste n'était pas du tout acceptée par la majorité des députés de l'Union sacrée. C'est pour cette raison de point de vue entre le présidium et le reste des députés. Ils ont effectivement revu cela, mais je constate quand même qu'il y a une défaillance, un leadership défaillant au niveau de l'Union dite sacrée, parce que vous allez vous rappeler que la liste qui a été dernièrement présentée par l'Union sacrée, c'est quasiment la première liste qui était présentée avant la tenue de la réunion avec le chef de l'État.
Donc, c'est juste au niveau notamment du poste revenant à l'FDC qu'ils ont pu rectifier M. Bahati à retirer les noms de son fils pour mettre les noms de la députée Chimane. Donc, c'est juste à ce niveau qu'il y a eu un changement. M. Mbosso a retenu sa candidature. On a aussi constaté qu'il y a une certaine dictature bien entretenue par les présidiums, parce que vous allez vous rappeler que M. Mbosso a, si vous voulez, mis en place une commission, et cette commission a écarté toutes les autres candidatures appartenant effectivement aux députés de l'Union dite sacrée, mis à part les candidatures qui se retrouvaient déjà sur la liste de l'Union dite sacrée telle qu'établie par les présidiums. Ça, c'est une dictature qui doit être dénoncée. C'est un véritable recul démocratique. Et nous sommes arrivés les jeudis où on nous a présenté ce scrutin, mais j'en profite d'ailleurs pour féliciter deux honorables députés qui ont été véritablement élus. Il s'agit du président Vital Kamerhe et de l'honorable Inamizi. Je dis bien de deux membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous faites ce distinguo entre les deux et les Moi, je suis logique en fait. Je ne vais pas raconter des histoires parce que ici, comme je l'ai dit, il s'agit d'une véritable séance d'entérinement. Il y a des gens qui ont été nommés précédemment par les présidiums et la plénière ne pouvait qu'entériner. C'est un peu comme à l'époque de Mobutu, où on vous disait votez vert, votez vert. On ne pouvait pas voter quelqu'un d'autre, il fallait absolument voter vert. Et les 5 membres qui composent le bureau de l'Assemblée nationale, mis à part les 2 que je venais de féliciter, c'est des gens qui ont été nommés par les présidiums, confirmés d'abord par les chefs de l'État, parce que vous allez vous rappeler que M. Kabouya, qui est considéré par d'aucuns comme étant le coordonnateur de parlementaires de l'Union du Sacré, est allé faire rapport au chef de l'État du choix qui a été opéré par les présidiums. Donc, ils ont procédé à la nomination de ces 5. Le chef de l'État a avalisé cela et le député n'avait d'autre choix que de pouvoir entériner cette nomination. C'est pour cette raison que je me permets de féliciter les 2 honorables, à savoir l'honorable Kamerhe et Inamizi, qui ont été sérieusement élus. Comme je venais de le dire, il s'agit d'un véritable recul démocratique. Une dictature qui ne dit pas son nom, parce que M. Mbosso a tout fait. Je me demande qui est derrière M. Mbosso. Bien que quasiment tous les députés étaient contre Mbosso, je me rappelle même de la déclaration de l'honorable, celui de l'Est, Bitakwira, qui a dit que le peuple est prêt à accepter le retour de Covid et non celui d'Mbosso. Mbosso qui, sans rire, se permet de prendre la parole et dit j'ai encore la force de travailler pour mon pays, c'est quoi votre problème? Si déjà les électeurs vous disent que vous devez arrêter, mais il se permet quand même, on se demande qui est derrière lui, de pouvoir revenir. Bien que, ici il faut le préciser, sous les règnes de M. Mbosso à l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte que ce monsieur se comportait quasiment en garçon de course des membres du gouvernement. C'est un monsieur qui n'était pas à la hauteur de la tâche. Il n'y avait que des déclarations folkloriques à la hauteur des journées. Chaque jour qui passait, matin, midi, soir, il y a des députés qui ne faisaient que chanter à la gloire de M. Tshisekedi, béton, 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 et les députés ne jouaient pas les rôles comme il se doit. Très bien, on va revenir sur ça. Jean Kaloumé, vous venez de le suivre, recul démocratique, en tout cas, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait, véritablement élection, qu'il n'y ait pas pratiquement plébiscite avec des candidats uniques à chaque poste. Il fallait laisser les députés de l'Union sacrée faire leur choix, sans les imposer des individus déjà présélectionnés. Merci, M. Narcisse, pour la question. D'emblée, j'allais aussi dire merci aussi à mon co-débatteur, M. Ahmed, pour les sincères félicitations présentées à notre côté, à notre égard, parce que là, je représente l'honorable Vital Kamerhe. Et je dis aussi merci parce que vous êtes un citoyen congolais, vous avez aussi droit à donner un apport favorable ou défavorable à la chose publique, vous êtes aussi participant. Et j'aimerais aussi dire quelque chose, M. Narcisse, dire qu'un recul dans le sens négatif ou bien positif de la démocratie. Parce que si nous prenons le terme démocratie, on peut toujours avoir le sens positif de la démocratie et le sens aussi négatif de la démocratie. C'est quoi dans le sens positif de la démocratie? C'est lorsque, par exemple, nous prenons que le mode démocratique nous permet à nous choisir le vrai élu
et démocratiquement. Là, c'est dans le sens positif. Mais dans le sens négatif, c'est vrai que la démocratie est là, mais la démocratie ne permet pas à l'avancement de la chose publique. Entre autres, quand on fait le recul en ne mettant pas tous les candidats à concourir aux élections, alors qu'ils avaient les ambitions de concourir, là, c'est néantir la démocratie dans le sens négatif. La question que nous... C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée. La question que nous nous posons, il y avait la majorité et l'opposition. Dans l'opposition, le poste qui a été réservé à l'opposition était de vice-rapporteur, de rapporteur adjoint. Vous allez comprendre, dans le rapporteur adjoint, l'opposition ne s'était pas mise ensemble pour choisir un seul candidat. Voilà pourquoi vous avez vu l'honorable Constant Moutamba postuler, l'honorable Inamizi postuler. Mais quant à nous, à l'Union Sacrée, nous nous sommes mis ensemble, nous nous sommes choisis que non, tel poste, c'était le regroupement. Voilà pourquoi vous allez comprendre, le président de l'Assemblée nationale, il vient de AAINC, Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, qui est l'honorable Vital Kamere, représenté à INC. Vous allez comprendre, le vice-président, il vient de l'ESATDC, le professeur Paul Chilumbai. Vous allez comprendre, le deuxième vice-président, il vient de CRD, qui est l'honorable Mbosso. Vous allez comprendre, le rapporteur qui vient de MLC, qui est l'honorable Jacques Njoli, le rapporteur adjoint qui vient de AAAP, de l'honorable Kankou, et vous allez comprendre aussi le questeur qui vient de AFDCA, le questeur adjoint qui vient de parti que j'ignore un peu, et vous allez comprendre que le rapporteur adjoint qui vient aussi de Ensemble pour la République, l'honorable Inamizi. Donc, il y a une représentativité de la démocratie dans ce sens-là. Parce que vous n'avez pas vu un parti politique avoir de sièges. Très bien. Mais pourquoi dans le sens où, j'aimerais maintenant revenir, dans le sens où notre parlementaire a parlé qu'on n'a pas permis à tout le postulant d'aller déposer les candidatures. Pourquoi on n'a pas fait le primaire pour tous les postes? On a fait le primaire seulement pour la présidence de l'Assemblée et il fallait organiser les primaires pour tous les postes. C'est la question que nous nous posons aussi, nous, en tant que membres de l'INC. Qu'est-ce qui a fait que le présidium organise les élections juste seulement pour le poste de président de l'Assemblée nationale et ne pas organiser le primaire aux différents postes qui ont été attribués à l'Union Sacrée? Parce que sur tous les postes, vous allez voir que le poste de vice-président, il y avait le postulat de l'Union Sacrée. Or, tous ces enfants-là, ce sont les enfants de l'Union Sacrée. Vous comprenez? Le poste de deuxième vice-président. Et la réponse n'est qu'il y avait seulement le président du bureau d'âge qui a bloqué toutes les candidatures. Vous allez comprendre. Alors que lui-même était d'abord, il a été bâti à coup de couture au niveau du primaire parce qu'il avait aussi donné les ambitions de postuler comme président de l'Assemblée nationale. Donc après qu'il soit battu là, que s'il allait au primaire, même pour le poste de deuxième vice-président, il devrait le perdre. Je vous assure, il devrait le perdre. Moi, je suis de l'Union Sacrée. Je vous assure que s'il y avait le primaire au poste du deuxième vice-président, l'honorable Mbosso allait perdre ce poste-là. Et vous prenez quelqu'un qui a perdu et qui vient d'abord de ce bureau-là, vous l'ajoutez à cause des intérêts égoïstes, vous le mettez comme deuxième vice-président de cette grande institution. Moi, je pense que le présidium ou bien l'Union Sacrée, nous de l'Union Sacrée, on devrait chercher par exemple un autre poste qu'on devrait donner à l'honorable Mbosso, ou soit carrément qu'il reste, vous prenez quelqu'un qui a 83 ans. 83 ans. Dans l'hémicycle, nous voyons, quand il y a des plénières, nous voyons les faiblesses que l'honorable Mbosso est en train déjà de montrer. Est-ce que ces faiblesses-là ne peuvent pas aussi impacter le présidium ou bien donc ne peuvent pas impacter le présidium de l'Assemblée nationale nouvellement installé? Parce que tout membre qui est du présidium, voilà pourquoi vous avez vu l'honorable président Vital Kamere a demandé que nous devons donner la vraie valeur des députés nationaux. Et il a demandé sur le temps, le respect de l'air. Est-ce qu'en donnant quelques faiblesses, est-ce qu'on peut remontrer toutes ces faiblesses-là? Nous pensons que l'honorable Mbosso devrait se retirer. Malheureusement, il n'a pas donné cette chance à donner les intérêts à la population congolaise. Il a préféré donner ses intérêts devant les intérêts de la population congolaise. Donc, nous donnons aussi la chance à tous ces députés-là de voir comment est-ce qu'on peut donner une bonne
implication à l'honorable Mbosso. Très bien. Un petit mot par rapport voilà, à la réaction de Bahati Lukwebo qui a finalement jugé de retirer son fils. Je vais avoir un point de vue de chacun de vous. Vous avez la parole par rapport à ce fait-là de se dire, parce qu'il y avait aussi ces craintes de dire, bon voilà, le pouvoir devient familial de père en fils, il est au Sénat, son fils à l'Assemblée nationale et tout. Par rapport à cet aspect, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que le souverain primaire, c'est les peuples congolais. Lorsqu'on a présenté sur les réseaux sociaux, sur les médias déjà, la composition, la structure de ces membres qui devaient présider les présidiums de l'Assemblée nationale, on a vu que non, il y avait seulement peut-être l'enfant, les affinités peut-être qui se sont jouées. Et le souverain primaire s'est soulevé pour dire que non, non, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Et je dis quand même merci à l'honorable Bahati Lukwebo qui a compris la volonté de la population en retirant la candidature. Peut-être c'était par erreur que son regroupement qui est, bon, ces deux regroupements qui sont AFDC-A et AEDC-A qui ont compris que non, non, il fallait peut-être changer. Parce qu'en politique, il y a aussi beaucoup de flatterie. Peut-être c'était par erreur, dire bon, on met votre fils là-bas. Non, non, c'était par erreur peut-être que ces deux regroupements. Et cette erreur a été corrigée par la qualité de l'honorable Bahati Lukwebo que j'ai salué en passant. Très bien. Votre réaction juste à ce niveau avant qu'on évolue? Par rapport à la question de Bahati je dirais plutôt que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur. Ici, il faut préciser que le népotisme est érigé en système de gouvernance par le régime Tshisekedi. Il n'y a pas que M. Bahati qui l'a fait, en fait. Mais je commence par M. Kamere. M. Kamere a fait la prison pendant plusieurs mois. Pendant qu'il était à prison, l'acteur CGC Kambale et les autres compatriotes se sont battus pour maintenir les caps, pour défendre les intérêts de l'INC. Et aussitôt, quand il est rentré, qu'il est sorti de la prison, vous l'avez suivi dernièrement quand il est allé rencontrer le chef de l'État, il était accompagné par son fils. Et c'est son fils qui l'a bombardé, qui gère l'un des regroupements de M. Kamere. Je pense que c'est dénommé VK 2023-2018, sauf erreur de ma part. C'est du népotisme, c'est pas seulement M. Bahati. J'ai dit c'est dans toutes les institutions, y compris à la présidence de la République. Posez-vous la question qui gère les intérêts de la RDC au niveau des 6 communes. Vous aurez la réponse, vous allez comprendre que ce soit Bahati, que ce soit Kamere, Mbosso, j'ai dit toutes les institutions, ce régime de M. Tshisekedi a érigé le népotisme en système de gouvernance. En tout cas, là, je suis obligé de vous donner le droit de réponse très rapidement par rapport à ce qu'il a dit. Notre collaborateur. Notre collaborateur ne doit pas dire que c'est le régime de népotisme de la mauvaise gouvernance gérée par le président de la République. Et je le confirme. Non, il ne faut pas le confirmer parce que moi, ici, je vais vous donner des preuves convaincantes qui vont vous dire que non, non, il y a un problème peut-être de consensus dans un certain parti politique quelconque. Chaque parti politique a son idéologie. Chaque parti politique a son plan d'action. Chaque parti politique a sa vision. Nous, vous nous avez parlé, nous comme INC, Union pour la Nation congolaise, vous avez parlé de qui gère AVK 2018. AVK 2018, vous allez comprendre que nous, on a aligné 3 regroupements. Il y a UPPA, il y a INC, il y a VK 2018. Ce sont des regroupements qui ont été gérés par différentes personnes. Mais moi, je vous dis ici, le monsieur qui gérait, il y a 2 Didier Kamere, c'est ce qui crée la confusion avec la population, peut-être avec les acteurs politiques. Il y a 2 Didier Kamere. Il y a Didier Kamere, le fils de l'honorable Vital Kamere, et il y a Didier Kamere, le jeune frère à l'honorable Vital Kamere. Donc c'est cette confusion-là que vous mettez par... Qui gère finalement là? Donc, alors, tous de la famille. Non, que ce soit l'un ou l'autre. Pas la famille. Vous n'allez pas me dire que non, non, au jour d'aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple de grandes personnalités politico-administratives qui gèrent, mais en ne mettant pas. Et si la famille, par exemple, un membre de la famille représente, donne des qualités, des valeurs qui correspondent, ou bien des compétences qui correspondent à un poste, il faut l'écarter alors qu'il est congolais et il a étudié pour avoir certain poste, il faut l'écarter parce qu'il est membre de la famille. Mais répondez-moi, vous n'allez pas donner cette réponse. Donc si nous avons un Congolais qui représente
répond aux normes, qui répond aux compétences, qui a des compétences, qui a des qualités, des valeurs qui correspondent à un poste quelconque, il faut l'attribuer parce qu'il joue aussi de cette notoriété d'être congolais. Moi, je pense que c'est pas on va évoluer, on va entrer dans le discours du nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a parlé, il était voilà, émotionné. Après l'émotion, il a parlé de ses priorités, notamment redonner la valeur aux députés, aux fonctions de députés. Il a estimé que cela s'est effrité, le député n'était plus respecté par la population. Il faut redonner cette valeur-là. Alors, s'il faut redonner la valeur aux députés, qu'il faut-il faire? Voilà, je commence avec vous, maître. Mais c'est les journalistes qui me soit permis, avant de répondre à cette question, de revenir un peu, parce que mon co-débatteur a parlé du parcours, effectivement, de M. Caméré, parce que nous allons parler de son discours, de son parcours. Oui. Il est évident que M. Caméré a géré, il y a de cela 15 ans, l'Assemblée nationale, et à l'époque, il avait, de la bonne manière, il avait concouru au renforcement, effectivement, de la démocratie au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point très important. On l'appelait le vrai temple de la démocratie à son temps. À pouvoir souligner, bon, c'est vous qui l'appelez. Non, c'est vous qui l'appelez. Il a été appelé le vrai temple de la démocratie à son temps, chose qui ne s'est jamais faite présentement. Et par après, M. Caméré a été nommé directeur de cabinet de M. Tshisekedi. Et on a tous été témoins de scandales à répétition qu'on a constaté à la présidence de la République. C'est qu'il avait notamment conduit à être arrêté et libéré de façon miraculeuse par la justice congolaise. Mais on nous a jamais expliqué. On nous a jamais expliqué. Libéré de manière miraculeuse, ce sont des insinuations qu'il faut comprendre. Il a été acquitté par la justice congolaise. Je peux continuer, s'il vous plaît? On nous a jamais expliqué la dilapidation de plusieurs millions de dollars qui ont été décaissés. Parce que s'il faut préciser que c'est sous quand même les reins de M. Caméré comme DIRCAB du chef de l'État qui se sont permis de violer de façon notoire la Constitution de la République. Ils arrivent au pouvoir, ils trouvent un gouvernement qui était là, bien qu'intérimaire, mais ils se permettent, entre amis, comme mon co-débatteur l'a dit, amis, frères, tout ça, ils se permettent de concevoir des projets au niveau de la présidence de la République, de les exécuter eux-mêmes et de s'auto-évaluer. Et pour nous autres Congolais, tous les millions de dollars dilapidés jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su justifier. Il y a quelques maisons qui sont en train de moisir au niveau du port de Dar Salam jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un bilan très négatif de M. Caméré au niveau de la direction du cabinet du chef de l'État. Caméré est nommé vice-premier ministre chargé de l'économie. L'unique bilan de M. Caméré, c'est juste la délégation, une forte délégation qu'il a conduite au niveau de l'Afrique du Sud pour aller négocier la farine, mais qui ne nous a jamais été servi. Pour aller négocier juste la farine, ils se sont permis de constituer une délégation de 5 ministres. Et dans cette délégation, s'il vous plaît, il y avait aussi la présence d'un ministre du plan. On se pose la question, quelle était l'importance ou la nécessité qu'un ministre du plan fasse partie de la délégation pour aller négocier la farine au niveau de l'Afrique du Sud, mais je parle du ministre du plan, effectivement, à l'époque, qui nous a jamais été servi cette farine. Et donc ça, c'est le bilan de M. Caméré. D'abord, au niveau de la direction du cabinet de M. Tshisekedi, qui est un bilan mitigé, un bilan médiocre, parce qu'ils ont dilapidé des millions de dollars, et personne n'a su justifier ces millions, mais également au niveau du ministère de l'économie nationale, où Caméré n'a absolument rien fait, à part le pèlerinage ou le tourisme qu'il a fait à l'Afrique du Sud pour aller soi-disant négocier la farine. Je parle maintenant de son discours. J'ai suivi effectivement les discours de M. Caméré. Il faut reconnaître qu'il est intelligent, qu'il est éloquent. Il faut aussi reconnaître qu'au niveau de l'union dite sacrée, ils ont une certaine expertise en matière d'éloquence. Il y a des gens qui parlent bien, mais il y a un fossé entre ce qu'ils racontent et ce qui se fait sur le terrain. Je parle de gens qui parlent bien, parce que même notre chef de l'État, quand il vous parle, il peut vous promettre le paradis, bien qu'il n'est pas sûr d'y aller lui-même. Alors, M. Caméré a fait un très bon discours. La question est de savoir est-ce qu'il y aura mariage. Il y aura mariage, effectivement, entre ce que M. Caméré a déclaré et ce qui pourra se passer sur le terrain. Il est vrai que M. Caméré est en train d'hériter une assemblée démodée, une assemblée qui a été
dirigé par M. Mbosso de la façon connue par tout le monde. Et M. Mbosso, comme je l'ai dit dans les préambules de cette émission, qui s'est comporté en garçon de cause du gouvernement. Vous allez vous rappeler des propos de l'honorable Délice Sanga que je ne vais pas tenir sur ce plateau. Et donc, c'est cette assemblée que M. Kamere vient d'hériter. Et M. Kamere vous dit qu'il va redorer l'image de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose, parce que nous tous, nous voudrons bien que l'Assemblée nationale joue son rôle comme il se doit, conformément à la Constitution. Parce qu'ici, il faut rappeler que le rôle de l'Assemblée nationale consiste justement à pouvoir légiférer et à contrôler l'action gouvernementale. Pendant le règne de M. Mbosso, il n'a jamais contrôlé efficacement l'action gouvernementale, bien que nous tous... Ça, c'est le diagnostic. Justement. Voilà, les propositions pour que cette valeur revienne. Les propositions. Ce que je propose à M. Kamere, j'ai d'abord été estomaqué des propos qu'il avait tenus après l'audience qui lui a été accordée par les chefs de l'État, parce qu'il a dit non, je renouvelle la loyauté, fidélité, etc. J'ai peur qu'il ne puisse pas mettre en pratique les principes sacro-saints, voulais-je dire, de séparation des pouvoirs. Parce qu'il faudrait que ces principes soient respectés. En ce moment-là, ça permettra à Kamere de jouer son rôle comme il se doit. Les rôles de l'Assemblée nationale, il faudrait que les honorables députés, sous cette législature, puissent bien contrôler l'action gouvernementale, parce qu'il y a toujours des failles, il y a des défaillances qu'on a pu constater. Dans les cas où le gouvernement qui sera mis en place, que ce gouvernement ne jouait pas son rôle comme il se doit, il faudrait que les députés ne soient pas complaisants, qu'on puisse interpeller ces gens et au besoin les sanctionner. Donc il faudrait qu'il y ait un contrôle efficace et sérieux à l'encontre des membres du gouvernement. En deuxième lieu, par rapport notamment au vote du budget, il ne suffit pas de voter le budget. On vote le budget, mais il faudrait que ces gens fassent les suivis pour voir si les fonds qui ont été canalisés dans un secteur X ou Y ont été effectivement décaissés et qu'il y ait les suivis pour voir s'il n'y a pas eu de détournement. Parce que ce que nous constatons actuellement, avec des millions de dollars qui sont dilapidés chaque jour qui passe par le régime de M. Tshisekedi, laisse à désirer. Merci. Mais également par rapport au rôle législatif. Il faudrait qu'on puisse légiférer des lois, non pas pour l'intérêt, pour la survie de quelqu'un ou du régime, parce qu'on nous a parlé de la loi des pères et des mères, mais on doit voter des lois pour renforcer notre démocratie, mais surtout permettre à ce qu'il puisse y avoir le développement dans notre pays. Très bien. Jean Kalomé, aujourd'hui, Vital Kamere se donne cette charge de redonner la valeur, de redonner la place aux députés. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, hein, quand on parle député national, on pense tout de suite au Jeep. Quand on parle député national, on pense tout de suite à l'argent, le lucre et tout. Que faut-il faire pour redonner cette dignité au député national? Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'abord de faire un revue par rapport à tout ce que mon co-débatteur vient de dire ici, par rapport à l'honorable président Vital Kamere. Et je suis estomaqué d'entendre de l'écouter de la bouche d'un avocat qui dit que l'honorable Vital Kamere, de son passage comme directeur de cabinet lors du procès 100 jours, mais je suis tellement estomaqué de l'entendre de sa bouche. Il faut savoir que l'honorable Vital Kamere n'a jamais été condamné dans le procès de 100 jours. Il jouait de la présomption d'innocence. Il n'a jamais été condamné. L'honorable Vital Kamere, lui, en tant qu'administratif, comment expliquer qu'il y avait... Je dis bien, comment expliquer qu'il y avait de détournement de 48 millions de dollars lors du procès 100 jours, alors que lui était un administratif? Nous tous, nous l'avons entendu, nous l'avons vu à la télé par rapport à tout ce qui s'est passé, cette comédie, que moi j'appelle comédie au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était aux avocats, peut-être à la population congolaise, de demander maintenant que non, c'est vrai qu'on a libéré l'honorable Vital Kamere, parce qu'il n'a pas détourné, il a prouvé, il a montré de toutes les façons qu'il n'avait pas de détournement, et s'il y avait détournement, lui ne savait ni même pas. Et nous, on a demandé à Jamal, au fait, Jamal là qui a dit que non, les maisons préfabriquées sont là et qui ont été dernièrement inaugurées dans différents sites. Les maisons ont été inaugurées. Mais il faut maintenant demander au ministère public où était parti cet argent. Vous nous avez présenté que l'honorable Vital Kamere avait détourné. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez libéré l'honorable Vital Kamere qu'il n'y avait pas de détournement. Mais dites-nous, c'est quoi cette comédie qui s'était passée?
C'était à la population de demander au ministère public. Et qui est ce ministère public? Vous êtes avocat, vous êtes censé le savoir. Moi, je pense que ce sont de blâmes que vous voulez seulement, ce sont de plumes que vous voulez seulement attacher à la personne de l'honorable Vital Kamerhe. Mais ça le colle malheureusement à la peau. Hein. On le voit à chaque fois dans des voyages. Ça ne le colle pas. Ça ne le colle pas. Ça le colle si la personne n'est pas intellectuelle, si la personne ne comprend pas qu'il y avait... Donc, c'est seulement peut-être nous, peuple congolais, qu'il faut condamner une personne innocente alors que la personne n'a pas détourné. Vous comprenez? Donc je ne peux pas dire que non, M. Narcisse a volé et a détourné. Et lorsque je l'attribue ces qualificatifs, il faut directement que M. Narcisse soit jugé ou bien soit condamné. Alors que lui-même se dit en âme et conscience que non, je n'ai pas détourné. Et il donne des preuves convaincantes que moi je n'ai pas détourné. Donc il faut avoir cette culture de faire la part des choses. Si la personne est innocente, il faut l'innocenter. Si la personne a détourné, il faut que la personne soit verrée devant le juge et devant la justice. Donc il faut faire sortir cette confusion en vous comme personne ou bien comme peuple, de faire sortir que non, il faut vraiment faire la part des choses. Il ne faut pas compromettre, il ne faut pas souhaiter, si la personne a été innocentée, il ne faut pas dire que non, il faut toujours forcer cette personne dans les flots. Vous avez parlé de son époque quand il était vice-premier ministre, ministre de l'économie. Vous nous avez parlé de leur sortie vers l'Afrique du Sud. Oui, une délégation pléthorique sans résultat. Il faut d'abord savoir, est-ce que c'est Vital Kamerhe à son temps qui donnait de l'ordre de mission? C'est une question que moi je peux vous poser ici. Lui était vice-premier ministre. Parce que même lui n'a pas qualité de se faire son propre ordre de mission. L'ordre de mission venait ailleurs. Et lui n'a pas qualité de dire que non, monsieur le Premier ministre, ou bien vous, comme vous êtes habilité de nous fabriquer les ordres de mission, vous devez mettre telle personne, telle personne. C'est le gouvernement qui voyait maintenant les soucis. C'est le gouvernement qui voyait c'est quoi l'importance que la délégation soit accompagnée par tel monsieur. L'honorable Vital Kamerhe n'avait pas qualité de donner un ordre de mission ou bien d'associer un ministre dans un ordre de mission. Mais il faut aussi voir ce qu'elle a été l'importance de cette mission. L'importance de cette mission. Je vais revenir, monsieur Narcisse. Je vais revenir. Je ne sais pas si je suis aussi victime du temps que vous avez accordé à mon ami. Non, vous avez tous les temps. Aujourd'hui, nous parlons de l'honorable Vital Kamerhe. Je ne sais pas où est Denis Sessanga présentement parce que nous avons toujours habitué. À un moment, il a l'habitude d'aller en bourse, mais je ne sais pas s'il est à Kinshasa ou bien s'il est déjà. C'est ça le bilan de Kamerhe, c'est le nom de Sessanga. Il faut aussi contrôler les voisins parce que nous sommes appelés à nous contrôler mutuellement. Il faut savoir où est Denis Sessanga. Est-ce qu'il n'est pas parti aller rejoindre Nanga? C'est une question. Je reviens. La mission là, la délégation qui était partie en Afrique du Sud, c'est une délégation qui a été composée d'abord par les ministres de l'agriculture. Mais il faut voir c'est quoi l'importance du ministre de l'agriculture. C'est quelle a été l'importance du ministre de l'agriculture dans cette délégation. Le ministre de Pêche et Élevage, lui à son temps, en tant que ministre de l'économie, il est appelé à contribuer pour que la pauvre population que nous sommes, que le peuple congolais quand même, que le coût d'engrais alimentaires, que le coût de la vie sociale soit quand même au rang qui peut répondre aux attentes peut-être du chef de l'État. C'est ça peut-être qu'il a été l'importance de cette mission. J'aimerais aussi entrer dans le plan d'action que l'honorable président, actuellement président de l'Assemblée nationale, pour ne pas perdre du temps aussi, nous a présenté. Il faut voir qu'il a présenté un bilan. Nous nous sommes dit à l'union sacrée. Nous, en tant que cadre de l'INC, nous avons sacrifié d'abord 7 ans. 7 ans à la méditation. C'est un temps qui nous a été que nous avons sacrifié à la méditation. La méditation, pourquoi? Parce que il y avait un problème de coup d'État. Que vous, de l'opposition, vous supposez dire coup d'État, mais que nous, de l'INC, nous avons dit que c'est un coup d'État qui a été monté pour éliminer physiquement notre président national, en étant candidat de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Alors, ce temps-là de méditation, ça s'est répondu quand même à la concrétisation de voir notre président de l'Union pour la nation congolaise être concrétisé comme président de l'Assemblée nationale, mais le plan là, quel a été le premier plan qu'il a présenté maintenant son premier discours? Il a dit il va répondre d'abord à la vie sociale de la population. On est d'abord au niveau de redonner la valeur
aux députés. La question est celle de savoir comment peut-il s'y prendre pour donner de la valeur, redonner la confiance à la population donner la valeur, aux députés. Donner la vraie valeur à la population par rapport aux députés, c'est en votant d'abord des projets qui répondent à la volonté de la population. C'est par rapport à donner aussi la valeur aux députés, que les députés soient responsables de leurs attentes. Quelles sont les attentes de députés? C'est vous et nous qui connaissons les attentes de députés. Alors, il va donner cette bonne image aux députés parce que c'est eux qui sont censés de donner la vraie valeur à la population congolaise. C'est eux qui sont censés de donner la vraie valeur de notre alma mater qui est la RDC. Parce que si les députés ne sont pas consciencieux de leur mission qu'ils sont attribués, de leur mission qu'ils attendent, et là nous serons toujours peut-être, nous allons revenir au gouvernement passé, peut-être là où le député n'avait pas la propre valeur. Donc c'est la première mission. Voilà pourquoi quand lui-même est allé, il est parvenu à dire qu'un député, nous allons créer un climat de collaboration entre députés et députés, entre le bureau et les collègues députés. Et lorsqu'il y a un climat de collaboration, sachez très bien qu'il y aura quand même une bonne image de l'Assemblée nationale. Alors, pour être concret, est-ce qu'aujourd'hui, il faudra revoir à la baisse le salaire du député? 21 000 $, c'était le scandale avec la législature passée. Est-ce qu'aujourd'hui, pour redonner un peu ce crédit-là aux députés, est-ce qu'il ne faudra-t-il pas revoir à la baisse? Est-ce que c'est seulement les salaires des députés qui fait des dégâts en RDC ou bien qui crée un problème? Ou est-ce qu'il faut seulement payer, il faut baisser les salaires des députés pour que tout le monde soit à l'aise? Mais moi je pense que c'est un problème qui doit être réglé dans toutes les institutions qui gèrent la RDC. Ce n'est pas seulement baisser les salaires des députés qui peut résoudre certains problèmes. Et je peux aussi vous poser une question en étant journaliste. Si au jour d'aujourd'hui, les propriétaires de la station Malaika décident de baisser les salaires des journalistes, je pense que ça peut frustrer les autres, mais ça ne peut pas frustrer les autres dans le sens positif. Nous ne touchons pas 21 000 $. Vous comprenez? Non, 21 000 $, c'est par rapport... On a posé dernièrement la question, l'honorable président Bosso avait posé la question. Qui est ce député-là qui peut venir avec son bulletin de paie nous présenter un bulletin de paie où un député national touche 21 000 $? C'est seulement nous qui parlons, c'est seulement vous aux médias qui parlez que non, les députés touchent 21 000 $. Moi j'aurais souhaité que vous veniez ici, que vous nous montrez un bulletin de paie où un député national touche 21 000 $. Donc ce sont des brouillards que nous ne mais ça quand même... Ça n'est pas d'importance aujourd'hui. Il y a Martin Fayoulou qui l'avait dévoilé, c'est quand même pas le moindre. Martin Fayoulou lui-même en étant élu dans l'édition passée. Donc il connaissait, il savait, il a des réalités. Qu'il montre quand même son bulletin. Il était député. D'ailleurs, c'est un bon exemple que lui devrait donner en étant député. Où est-ce qu'il avait prouvé, en fait, j'allais revenir, qu'il avait prouvé son bulletin de paye où on voit que Martin député touche 21 000 $. Parce que c'est lui qui devrait nous prouver. Ce n'est pas seulement les salaires de députés qu'il faut baisser pour résoudre certains problèmes qui se passent à l'RDC. On doit évoluer. Maître Mohamed, aujourd'hui, on va déjà aborder le dernier virage de l'émission. Aujourd'hui, bureau définitif, l'Assemblée nationale commence à travailler. Quel devrait être l'apport de l'Assemblée nationale? On va maintenant au niveau de l'institution, on quitte l'individu, président, au niveau de l'institution, quel devait être l'apport et quelles devaient être les priorités sur lesquelles l'Assemblée nationale devrait se pencher pour tant soit peu réduire la détresse du peuple congolais? Maxime, je voudrais commencer par la conclusion de mon co-débatteur, parce qu'il vous a laissé entendre Kembosso, il donne du crédit à Mbosso. Kembosso a demandé aux députés de venir prouver qu'il leur donnait, leur payait 21 000 $. Ici, il faut préciser qu'à l'époque, à titre d'information, de rappel, qu'à l'époque, quand les honorables Fayoulou et Sesanga, on parlait de 21 000 $, M. Mbosso avait mis en place une commission pour intimider Sesanga. Et cette commission avait pour rôle de pouvoir auditionner les députés, notamment Sesanga et celui du parti de Fayoulou de l'Est, j'ai oublié son nom. La commission avait pour rôle de pouvoir les auditionner et tout en leur demandant d'apporter les éléments de preuve. Voilà. Les éléments qui prouvent qu'effectivement, ils touchent 21 000 $. Ici, il faut préciser que l'honorable Sesanga a été bel et bien auditionné et il avait apporté tous ces éléments de preuve
preuves. Il avait même demandé à la commission de publier cela. Ça n'a jamais été fait. Il peut poser la question à son honorable Mbosso, il lui dira. Donc, ça existe bel et bien, il a été auditionné et tous ces éléments de preuve déposés. En deuxième lieu, j'ai aimé mon co-débatteur parce qu'il vous a dit que ce qui s'était passé dans le procès Kamere, c'était une comédie. C'est un membre de l'Union Sacrée qui vous dit que c'était une comédie judiciaire. Je pense qu'il a tout à fait raison parce que il y a son président qui a été quand même condamné. Il vous a dit qu'il n'a pas été condamné. Non, Kamere a été bel et bien condamné dans les procès 100 jours et, comme je l'ai dit, libéré ou acquitté de façon miraculeuse. Mais d'abord, il a été condamné pour malversation financière. Bien que quelques temps après, il a été nommé au ministère de l'économie. Quelqu'un condamné à l'époque pour malversation financière économique est nommé par après au ministère de l'économie. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. Quand vous dites miraculeuse, donc il n'y a pas de dossier, il n'y a pas un soubassement, expliquez un peu. Écoutez, lui-même vous dit que son président était un administratif, mais il faut quand même rappeler que c'est cet administratif-là qui a conçu des projets à la présidence, qui les a exécutés avec ses collègues de la présidence et qui se sont auto-évalués. Un administratif ne peut pas le faire. Dans un état sérieux, parce que ça continue, ce n'est pas que sous l'ère de M. Kamere, dans un état sérieux, ce n'est pas la présidence qui est censée concevoir des projets, les exécuter et s'auto-évaluer. Dans notre République, conformément à la Constitution, nous avons effectivement un pouvoir exécutif qui est composé du président de la République et du gouvernement. C'est le gouvernement qui est... Pourquoi le gouvernement est conformément à la Constitution responsable devant le Parlement? Parce que c'est le gouvernement qui conçoit les projets ensemble avec ou en complicité avec le président de la République, mais c'est le gouvernement qui présente les projets devant le Parlement et c'est le gouvernement qui exécute ces projets, les programmes gouvernementaux. Il est donc redevable devant l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison qu'il est redevable. Mais dans le miracle congolais, on se rend compte que ça, même après Kamere, ça faut le reconnaître, après Kamere, c'est pratiquement un système. Ils ont mis en place un gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République. Ça a commencé avec Kamere. Je n'en disconviens pas avec Kamere, mais ça continue après Kamere. Après Kamere, ils ont conçu un autre programme, toujours à la présidence de la République, nommé la lutte contre la pauvreté. On s'est rendu compte qu'ils ont su lutter contre la pauvreté de quelques collaborateurs. Ils ont conçu ce projet à la présidence, ils l'ont exécuté eux-mêmes, ils se sont auto-évalués. Il n'y a pas que ce projet. Dernièrement, je suis en train de citer, à la fin du mandat, ils ont conçu un autre projet au niveau de la présidence de la République nommé Tile Gelou. Ils se sont permis, eux-mêmes, qui a d'ailleurs été lancé avec pompe, ils se sont permis de l'exécuter au niveau de Mbujimaï. Ce sont des conseils du chef de l'État qui l'exécutent au niveau de Mbujimaï. Ils se sont permis de s'auto-évaluer. Et malheureusement, à ce projet, c'est le chef de l'État qui est allé inaugurer un cybercafé à Mbujimaï. Vous allez vous rendre compte que c'est un système qui a été mis en place au niveau de la présidence de la République et d'un gouvernement parallèle. Très bien, ça c'est le diagnostic que vous posez, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis en train de répondre maintenant à la question. De l'acquittement de l'honorable Vital Kamere. Mais pourquoi je parle du miracle? Parce que les fonds ont été décaissés, les fonds ont été dilapidés, et par après, M. Kamere est condamné pour malversation financière. Il a été par la suite acquitté par la justice, mais on n'a jamais justifié, que ce soit la présidence, jamais justifié la dilapidation de ces millions de dollars. Si Kamere a été acquitté, donc Kamere est innocent, mais où sont partis ces millions? Qui est coupable dans la dilapidation de ces millions de dollars? Voilà. Je réponds maintenant à votre question. À la question principale. Par rapport au rôle que l'Assemblée nationale... J'aurais aimé que vous lui posez d'abord la question. Vous aurez la parole. J'ai quand même la parole, s'il vous plaît. C'est à l'honorable Vital Kamere qu'il faut poser la question où sont partis. J'ai la parole, s'il vous plaît. C'est à l'honorable Vital Kamere qu'il faut demander où sont partis ces 48 millions de dollars. C'est votre régime. C'est votre régime. C'est votre régime. C'est votre régime. C'est le régime de ce parti. Le ministère public ne gère pas les fonds de l'État, s'il vous plaît. Le ministère public ne gère pas les fonds de l'État. Et c'est votre régime de l'Union dite sacrée qui est caractérisé dans la malversation financière, dans des scandales à répétition, dans tous les secteurs de la vie nationale. Parce que vous parlez de votre régime. Je voudrais ici vous rappeler, j'ai quand même la parole, c'est moi qui ai la parole. Vous aurez votre temps de parole. Ayez vos apaisements, vous aurez votre temps de parole, vous allez réagir. Allez-y. Je voudrais ici rappeler que ce n'est pas le ministère public qui gère les fonds de l'État.
Si ce n'est pas M. Caméré, comme la justice l'a constaté, l'a acquitté, on suppose qu'il est innocent. Mais c'est qui est coupable de la dilapidation de ces fonds? Je réponds maintenant à votre question. C'est que l'Assemblée nationale est censée faire, je l'ai dit dans cette émission, que l'Assemblée nationale est censée contrôler sérieusement et efficacement l'action gouvernementale. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression comme si on a affaire à des députés complaisants. On a des ministres qui sont en train de fainéanter, qui somnolent dans leurs ministères respectifs, mais les députés sont là, et surtout les présidents de l'époque. Il ne faudrait pas que l'actuel président se comporte comme M. Mbosso qui se comporte de la façon déjà dite. De la valeur aux députés. Justement, mais je parle de ce qu'ils sont censés faire au sein de la République, c'est-à-dire ils ne doivent pas être complaisants à l'égard de l'exécutif. Il faudrait que lorsqu'on constate qu'il y a une différence dans un secteur X ou Y, et actuellement les différences sont quasiment dans tous les secteurs, notamment dans les secteurs sécuritaires, où à l'est du pays, il y a la situation de l'insécurité de plus en plus grandissante. Il faudrait que le gouvernement qui sera mis en place puisse mettre en pratique une politique coriace pour nous permettre justement de récupérer tous les territoires qui sont actuellement occupés et dirigés par les Rwandais. Du point de vue économico-social, vous êtes sans ignorer que la situation sociale laisse à désirer. La situation économique, il y a la monnaie qui ne fait que se dégrader. Il faudrait effectivement que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle comme il se doit, mais également, comme je l'ai dit, il y a l'exécutif, ni le gouvernement qui présente souvent les budgets ou chaque année les budgets. Les députés ou l'Assemblée ne doivent pas s'arrêter à voter les budgets et à ne pas faire les suivis. Quand on vote les budgets, il faudrait qu'on fasse un autre travail du suivi pour voir si les fonds qu'on a décaissés, par exemple, pour nos forces armées, dans la loi de programmation, on a prévu 1 milliard de dollars. L'Assemblée doit faire les suivis pour voir est-ce que ces 1 milliard de dollars ont réellement été décaissés par le gouvernement en faveur des FARDC. Est-ce qu'on fait les suivis pour voir qu'il n'y a pas de détournement? À ce moment-là, ça permettra, ça poussera les membres du gouvernement à ne pas dévier. Mais je voudrais aussi rappeler une chose très importante. Parce que nous autres, on a parlé de la réduction du train de vie de l'État. J'ai aimé la réponse de mon co-débatteur qui a dit qu'on ne doit pas nécessairement baisser les émoluments des honorables des députés nationaux. Ici, il faut rappeler que c'est toutes les institutions, mis à part le pouvoir judiciaire qui est jeté dans les oubliettes, les 3 institutions qui consomment plus de 60% du budget national. Vous tirez le droit de votre côté. Mais parce que c'est une triste réalité, les magistrats travaillent dans des conditions très déplorables. Bien que le chef de l'État vous dit quand même que la justice est malade, pendant que c'est lui qui est le magistrat suprême qui vous dit que la justice est malade. Est-ce qu'il a joué son rôle comme il se doit? Point d'interrogation. Et donc, ici, il faudrait qu'il y ait la réduction du train de vie des institutions dans toutes les institutions, compris au niveau de la présidence de la République. C'est quand même honteux de voir que la présidence de la République n'est pas un bon élève par rapport à la gestion des finances publiques. Vous êtes sans ignorer que les différents rapports des différents organismes taxent la présidence de la République comme étant une institution qui se distingue dans le dépassement budgétaire. C'est pas normal, ça doit cesser. Il faudrait que le pouvoir législatif et principalement l'Assemblée nationale joue son rôle dans la réduction du train de vie de l'État, notamment par rapport au budget, au projet du budget qui sera déposé par le gouvernement congolais. Merci. Jean Kaloumé, votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Merci, monsieur Narcisse. J'aimerais dire à notre co-débatteur d'être posé en âme et conscience, que dans son fond corps, qu'il y ait quand même cet apaisement. Donc, vous allez voir le président de la République, 2 fois, la première fois quand il est parti à l'Est, il a dit Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux, correct, et la République a encore besoin. C'est pas une parole d'évangile, ça. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État a dit que je menais moi-même aussi des enquêtes pour voir réellement que M. Vital Kamerhe est en train de prôner son innocence. Il a dit que non, chef de l'État, je n'ai pas fait ça. Je menais mes enquêtes et je vis correctement que non, ce monsieur, il est innocent. Et voilà pourquoi j'ai demandé maintenant que la justice fasse réellement son travail comme justice. Ça, c'était pour la première fois. Pour la deuxième fois, c'est lors du campagne. Vous allez comprendre que le chef de l'État lui-même, qui est le garant de bon fonctionnement
de toutes les institutions de la République, qui est le magistrat suprême, qui est en train de dire, qui vous parle que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais été aussi un élément dans le détournement de procès de 100 jours. C'est-à-dire quoi ici? Vous et moi, nous sommes appelés à comprendre que l'honorable Vital Kamerhe il n'y a jamais eu un jugement définitif lors du procès 100 jours. S'il y avait un jugement définitif, sinon l'honorable Vital Kamerhe allait être condamné. Il a été acquitté après avoir suivi toutes les chaînes juridiques, toutes les chaînes de la justice pour voir comment est-ce qu'il allait introduire des recours et des recours pour qu'il ait aussi cet acquittement. Mais voilà la question c'est l'argent a disparu. Mais la question que moi, en tant que membre de l'INC, vous avez condamné mon président arbitrairement, vous peuple congolais, parce que le ministère public, vous que vous représentez, c'est une question que moi je vous pose aussi au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez applaudi, vous avez dit non, Vital Kamerhe a détourné, a fait ceci, cela. Après qu'il soit acquitté, je vous pose maintenant la question, où sont partis ces 48 millions de dollars que vous avez préjugés, que vous avez projeté. Vous êtes de l'Union Sacrée, non, c'est le ministère public que vous aussi vous êtes malade. Je vous pose la question. Où sont partis ces 48 millions de dollars que vous nous avez prétendu, nous, pas à l'Union Sacrée, parce que le procès n'était pas à l'Union Sacrée, le procès était lieu par le ministère public, que vous êtes aussi partant de ce ministère public. Je vous pose maintenant la question, devant tout le monde qui est en train de nous regarder. Où sont partis ces 48 millions de dollars après que vous ayez acquitté l'honorable Vital Kamerhe? Une question de curiosité. Voilà pourquoi nous disons que c'est une comédie que vous avez fabriquée pour écarter l'honorable Vital Kamerhe du président de la République. Monsieur, une question de curiosité, vous avez la parole, une question de curiosité. Pourquoi il n'a pas intenté un procès en diffamation peut-être après son acquittement pour dire vous m'avez quand même sali? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Vital Kamerhe le pacificateur jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Regardez. L'honorable Vital Kamerhe, en étant qu'un simple député, en postulant comme président de l'Assemblée nationale, mais on a laissé tout le monde, on a laissé toutes les autorités politico-administratives, toutes les institutions. L'honorable Vital Kamerhe reste à GB. GB, c'est tout près du palais de la Nation. Mais GB, il y a beaucoup d'institutions, il y a la banque qui est à côté, il y a beaucoup d'institutions. Mais on a laissé tout, mais on est allé attaquer Vital Kamerhe. Et il a dit quoi après? Il a dit que Dieu le pardonne. Donc c'est un monsieur de paix. C'est un monsieur de paix. Pour lui, le fait qu'il a été acquitté, ça prouve déjà que Dieu a entendu la prière. Et qu'on pardonne tous ces gens-là qui ont concouru pour que Vital Kamerhe soit jugé, soit arrêté dans le procès de 100 jours. D'emblée, j'aimerais maintenant dire à notre ami, il faut faire aussi la part des choses. L'institution présidence de la République n'exécute pas. L'institution, les commissions qui sont là-bas, les conseillers qui sont là-bas, il y a un cabinet. Et dans le cabinet, il y a de différentes commissions. Mais les commissions travaillent en collaboration avec les exécutants. Qui sont les exécutants? Ce sont ces gens-là qui sont peut-être dans le gouvernement, qui sont officiellement dans le gouvernement, parce que le cabinet du chef de l'État n'est pas une institution. Vous comprenez? Le cabinet de chef de l'État n'est pas une institution, mais l'institution chef de l'État, c'est là l'institution, parce que l'honorable Vital Kamerhe, à son temps, étant qu'un administratif, ne pouvait pas représenter le chef de l'État pour dire que non, aux histoires qui sont demandées au chef de l'État, que Dieu se porte garant, que je vais répondre. C'est N-O-N. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi vous voulez attribuer les actions, pourquoi vous voulez attribuer les fautes qui n'étaient pas accusées à l'honorable Vital Kamerhe, mais vous voulez donner toujours à l'honorable Vital Kamerhe. Moi je pense que c'est de l'amalgame que vous voulez faire conscience à cette histoire-là. Donc vous êtes aussi appelés à dire la vérité à la population. Vous nous avez créé ici, vous, parce que nous à l'époque, nous de l'INC, nous étions au pouvoir, mais lorsqu'on a créé l'Union Sacrée, l'honorable Vital Kamerhe n'était pas présent. Il était à Makala. Il était en prison. Vous nous avez fabriqué les histoires de l'Union Sacrée. Oui, on a accepté. Nous avons créé ensemble. Mais après un moment, vous nous avez quittés. Donc vous êtes venus donner de l'embauche dans l'Union Sacrée pour faire voir que non, nous allons voir maintenant qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit faire. Mais Félix Tshisekedi, en étant intelligent, en étant un homme qui travaille selon la volonté de la population, il a su comment vous contourner. En vous contournant... C'est une surprise, ça. Travaille sur la volonté de la population, de quelle population? Félix Tshisekedi travaille pour la population.
population. C'est ses collaborateurs, c'est ça, la population. Pas pour ses collaborateurs. C'est cette population qui se retrouve dans l'action de M. Tshisekedi. Dans quel pays d'Afrique, dans quel pays dans le monde entier où un président est élu avec un sac au plein de 70%? Citez-moi un seul secteur où les chefs d'État travaillent sérieusement pour la population. Un seul secteur. Très bien, c'est la vie nationale. Un seul. Je ne sais pas. C'est point de vue militaire, social. La population n'en tire pas profit. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Je ne sais pas. On doit conclure. C'est moi qui ai la parole. On doit conclure l'émission. Mais parce qu'il vient raconter des contre-vérités en disant que les chefs d'État travaillent pour la population. Quelle population? C'est moi qui ai la parole quand même. Oui, vous pouvez sécuriser ma parole. Allez-y. Je chute. Et puis on prend la le moment où conclusion. vous êtes déplacé de votre maison vers ce plateau ici, c'est-à-dire c'est parce qu'il y avait la paix. Il faut demander à nos amis, c'est parce qu'il y a aussi la sécurité. Il faut demander à nos amis, à nos compatriotes qui sont à l'Est. Ah, au Congo, est-ce qu'ils à l'Est, c'est au Congo. Il faut vous rappeler. Cette guerre de l'Est n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Ça s'est dégradé. C'est une erreur de Tshisekedi. En plein état de siège. Que vous savez même pas gérer. Félix Tshisekedi, ça va prendre effet parce que nous ça va, on est dans le futur là. La situation se dégrade chaque jour qui passe. Vous êtes incapable de donner rien faire. Vous dites ça va. C'est vous de l'opposition qui est en train d'argumenter. Voilà. Vous avez toujours le bouc émissaire, vous. Ce n'est plus Kabila. Ce n'est plus l'Ukraine. Ce n'est plus Poutine. Ce n'est plus Covid. Ce n'est plus la Constitution. C'est maintenant l'opposition. Finalement. Un leadership plaintif. S'il vous plaît. Nous, population congolaise, nous allons par rapport à tout ce que vous êtes la population victime de votre mauvaise gouvernance. De compromettre pour Félix Tshisekedi. Mais il faut connaître que Félix Tshisekedi, c'est un Congolais qui doit répondre et qui est en train de travailler selon la volonté de la population congolaise. Merci. On doit finir l'émission, s'il vous plaît. Vous avez pris tout le temps. Il a pris. Vous aussi, parce que vous intervenez. Donc, vous vous êtes neutralisé en termes de temps utilisé. Donc là, on va conclure l'émission. Je commence avec vous, maître, dans 30 secondes, votre conclusion par rapport à l'émission, et puis vous allez aussi conclure, on termine l'émission. Dans 30 secondes, je voudrais rappeler à mon co-débatteur que dans le budget qui est présenté par le gouvernement, vous êtes appelé à conclure. C'est ça la conclusion, je suis en train de conclure. Il y a un budget qui est reconnu à chaque institution, et ce budget est géré par l'institution en question. C'est pour cette raison qu'on parle du dépassement budgétaire qu'on constate quasiment chaque mois au niveau notamment de la présidence de la République, et ce n'est pas une bonne chose. Par rapport à l'Assemblée nationale, notre souhait le plus constant est que cette Assemblée puisse jouer son rôle comme il se doit. Du point de vue contrôle parlementaire, il faudrait qu'il y ait un contrôle sérieux et efficace qui doit se faire pour permettre aux membres du gouvernement de travailler sérieusement pour l'intérêt de la population, et les lois qui doivent être votées au niveau de l'Assemblée nationale, que ce ne soit pas des lois pour plaire quelqu'un ou assurer la survie d'une personne X ou Y, mais plutôt des lois qui seront votées pour l'intérêt général. Par rapport au vote du budget national, on doit tenir compte de la réduction du train de vie de l'État, y compris au niveau de la présidence de la République. Merci. Votre conclusion. Merci, M. Narcisse. J'allais aussi conclure en disant ceci, que ce n'est pas seulement en baissant, en revoyant les salaires des députés nationaux qu'on peut applaudir Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas seulement en demandant à l'honorable Vital Kamerhe de faire bras de fer peut-être pour cette guerre de l'Est comme président de l'Assemblée nationale qu'on peut résoudre. Mais en revoyant toutes les institutions, en revoyant, en donnant une vraie justice équitable, en étant congolais, que chaque Congolais se réjouisse de tous les atouts qui lui sont appropriés, on peut donner la bonne valeur à l'honorable Vital Kamerhe. Et par rapport à l'Assemblée nationale, nous plaidons seulement et nous demandons seulement à ce que le député national joue pleinement leur rôle de députés nationaux en votant des lois, en faisant des poursuites parlementaires qui peuvent répondre réellement aux attentes de la population. C'est tout ce que nous pouvons attendre du président de l'Assemblée nationale et de cette nouvelle législative. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, c'est la République démocratique du Congo de toutes les façons qui doit gagner d'une manière ou d'une autre. Merci. Je rappelle
ici et que je recevais Jean Kaloumé. Il est au cadre de l'Union Sacrée, parti politique cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Politique à la carte. C'est moi qui vous en remercie, M. Narcisse. Je remercie aussi Malaika et je remercie aussi les honorables téléspectateurs pour ce temps qu'ils nous ont accordé. Et surtout, je remercie aussi mon co-débatteur. Voilà, en face de vous, Maître Mohamed Eyenga, qui est au cadre de Envol. Merci et d'être passé dans Politique à la carte. Merci, M. Narcisse, pour l'invitation. Merci à mon co-débatteur pour ce débat républicain. Merci également à cette population qui continue à nous faire confiance et qui est victime de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir renouvelé votre confiance. Merci à toutes les réactions que nous recevons de partout, de la République démocratique du Congo, même en dehors du pays, en Afrique de l'Ouest. Merci à vous parce que vous nous suivez là-bas. Voilà, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal. Merci à vous, vous réagissez beaucoup dans Politique à la carte. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres analyses, pour d'autres décryptages de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au revoir.